Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Rémanence, les mots qui vous restent en mémoire après les avoir rencontrés, un podcast sur la littérature ésotérique et spirituelle produit par Dreamcore Station. Je suis votre hôte Charlotte et aujourd'hui je vais vous présenter l'épisode 2 de cette première saison du podcast. Aujourd'hui je ne vais pas parler d'un livre en particulier mais plutôt du thème du podcast. Je me suis dit que ce serait une bonne idée d'expliquer ce que j'entends dans littérature ésotérique et spirituelle et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'en lire, ou pas d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut nous apporter, pourquoi j'ai eu envie d'en discuter, mon approche, ce à quoi vous pouvez vous attendre pour la suite dans le podcast, etc. ce genre de choses. Je pensais que c'était assez intéressant de l'aborder rapidement dans le podcast. Ça va prendre un peu de temps, et ça tombe très bien parce que j'ai littéralement une bibliothèque à monter. J'ai déjà un petit meuble plutôt dédié à mes jeux de tarot, mais ça déborde de partout, et ça me désole de voir mes livres empilés par terre. Je n'aime pas du tout ça, donc je me suis offert ce petit luxe. Donc, on va monter ça ensemble. Enfin, vous allez tenir compagnie à Charlotte du passé pendant qu'elle s'active, et Charlotte du présent, et bientôt du passé, va monologuer à propos de livres. Je ne vais pas commenter mon bricolage très rudimentaire, c'est un meuble en bois, je vais le monter selon les instructions, le teindre, puis ranger mes livres dedans. Je ferai un tour des livres dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mais pas dans celle-ci. J'ai aussi un compte Storygraph, non sponsorisé d'ailleurs, comme tous les produits que je vais utiliser ici, si ça vous intéresse de faire un tour de ma bibliothèque virtuelle que je suis en train de monter, donc sur cette plateforme Storygraph qui vous permet d'enregistrer les titres que vous avez lus, de les noter, de les commenter et tout ce genre de choses. Alors, définition de la littérature ésotérique. J'avais envie d'aborder la définition, enfin ma définition de la littérature ésotérique, assez rapidement dans le podcast, pour poser mon point de vue et ma relation à elle dès le début, pour que vous sachiez aussi à quoi vous en tenir à mon propos. Je me garde le droit de modifier cette relation en fonction de mon expérience future, mais je voulais partager au moins ma définition actuelle et ce que je pense de ses implications. Ici, je ne vais pas m'appuyer sur des articles ou des livres d'analyse ou de critique, c'est juste mon opinion et ma relation personnelle qui n'engagent que moi. De par la nature même du genre aussi, je pense qu'une analyse académique s'apparenterait presque plus à un cours d'histoire ou d'anthropologie, et ce n'est pas l'axe que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, mais plus qu'est-ce qui est considéré comme ésotérique et qu'est-ce que l'établissement de ce champ dit de nous. Si l'on prend un contexte général et les définitions qui sont globalement diffusées, les domaines ésotériques sont par définition des sommes de contenus cachés, occultés, potentiellement accessibles uniquement par transmission directe, parfois très sélective, et ce pour de multiples raisons. Qu'il faille appartenir à une certaine communauté, une certaine lignée, ou posséder certains attributs sociaux et ou personnels et autres. Certains reposent sur un dogme, certains sur l'expérience individuelle, et d'autres un petit peu sur le reste de ce spectre. Si cette définition vous paraît vague, c'est parce qu'elle regroupe un grand nombre de branches, diffuses dans le temps et l'espace, à l'échelle de l'humanité tout entière. Pour n'en citer que quelques-unes, pour aller vite, cela concerne à des degrés et implications extrêmement différentes, la Kabbale comme la Santeria, ou encore les multiples pratiques chamaniques tout autour du monde, celtes, mongoles, amazoniennes et bien d'autres, ou encore les croyances dans d'autres plans de conscience, certaines formes de sorcellerie. Toutes ces pratiques sont, de toute évidence, extrêmement différentes et n'ont pas forcément grand-chose en commun, voire même peuvent être antithétiques entre elles, mais elles restent rassemblées par leur rapport à la société, leur place dans la société. Dans les sociétés humaines, on constate donc des activités ouvertes, des références communes à tous, au moins sur un même milieu social. Je suis bien au courant des disparités, mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Et une pratique dite fermée, qui apparaît dans certains cas, qu'elle soit collective ou individuelle. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur les pratiques actuellement et réellement fermées, parce que le but de ce podcast est avant tout de présenter une littérature accessible, et au mieux éveiller une curiosité pour les pratiques fermées, en espérant que chaque individu saura jauger sa place et sa distance par rapport à telle ou telle pratique. Donc pour être plus précise, je ne vais que parler de l'ensemble des pratiques ésotériques qui ne le sont plus vraiment, du fait même qu'elles soient désormais accessibles à tous sans critères de sélection. Ça ne veut pas non plus dire que tout est ouvert à l'intérieur de ces pratiques aujourd'hui divulguées. Il y a aussi selon les pratiques
des parts un petit peu grand public ouvertes et d'autres parts qui sont pour le coup fermées. Par exemple, je pense à la Wicca où il y a possibilité de s'initier par soi-même avec d'une certaine façon des livres ou son intuition, mais vous avez également des covens, des couvents qui sont fermés et qui réclament une initiation pour pouvoir accéder à certaines connaissances et rituels, par exemple. Les raisons pour lesquelles certaines pratiques seraient fermées, donc, c'est peut-être parce qu'elles sont transmises aussi de génération en génération, rarement sous forme publiée, comme par exemple des pratiques populaires européennes, que ce soit en France, en Italie, en Pologne, aux Balkans ou bien d'autres. Dans les traditions populaires, les praticiens sont souvent connus et respectés pour leurs pratiques, mais la pratique elle-même est officieuse et cachée, le but n'étant pas d'attirer l'attention sur soi et ses capacités. Si on prend les vestales de l'Antiquité, on a aussi des critères sociaux, comme par exemple une femme vierge, de parents citoyens, non criminels, il me semble. Et donc ce n'est pas une vocation accessible à qui serait intéressé non plus, même en faisant preuve de foi. On a aussi la catégorie du chamanisme, qui est considéré comme un don, et du coup si on ne l'a pas, on ne peut tout simplement pas être initié ni le pratiquer. Il y a également beaucoup de pratiques qui ont été effacées par le temps, comme par exemple les cultes à mystère, qui ont été si bien dissimulés qu'on n'en sait plus grand-chose à l'heure actuelle. Beaucoup de ces pratiques reposent aussi sur la transmission directe et orale, et si des livres existent, ils ne sont souvent accessibles que par des canaux privilégiés et eux-mêmes initiés. Par rapport à toutes ces pratiques fermées, respecter cette fermeture, c'est aussi respecter la culture qui a issu la pratique, et d'accepter qu'elle ne nous est pas due, même si on vient à elle avec un esprit ouvert et bienveillant. C'est la différence aussi entre appréciation et appropriation culturelle. Il y a aussi beaucoup de discussions très intéressantes et importantes aujourd'hui autour de la décolonisation des pratiques occultes d'origine occidentale, en parallèle aussi avec une revalorisation et une déconstruction des préjugés envers les pratiques non occidentales ou marginales. Et donc, si on enlève toutes ces pratiques fermées, qui, bien qu'extrêmement intéressantes, ne nous concernent pas aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste dans l'éventail de la littérature dite ésotérique ? Donc, on se retrouve donc avec le paradoxe magnifique de la littérature ésotérique qui est en réalité ouverte, puisqu'aujourd'hui nous pouvons recevoir en 24 heures sur notre pas-de-porte des compilations de sorts qui, 300 ans plus tôt, n'étaient transmis de génération en génération qu'avec la plus grande discrétion, de peur d'être ostracisés ou arrêtés. C'est absolument le cas actuellement dans le monde d'ailleurs, il y a encore des parties du monde où on peut voir son statut social ou sa vie menacée par la pratique ouverte de certaines formes d'ésotérisme. Actuellement, je vis en France et dans mon paradigme, je peux faire ça, je peux commander mes ouvrages, mais je voulais reconnaître que ce n'est pas le cas pour tout le monde. À mon sens, du coup, ce contexte d'ouverture-fermeture de cette littérature entre deux est essentiellement dû à sa cohérence et à son insertion facile, entre guillemets, dans la culture exotérique, la culture mondaine. Et si ce contenu ésotérique dérange ou renforce les lois proposées par cette culture exotérique mondaine. C'est ce qui fait par exemple la différence entre un livre de méditation pour mieux gérer son stress au travail et un livre de méditation pour faciliter le voyage astral. Ou encore la différence entre un livre sur le MBTI et un livre sur lire son thème astral, donc un livre d'astrologie. Les deux touchant au caractère, à la caractérisation d'une personne, mais qui ne bénéficient pas du tout de la même réputation. Juste avec ces deux exemples, par exemple, on a déjà deux tendances qui se dégagent. On a d'un côté un contenu qui peut toucher un large public, par rapport à un contenu un petit peu plus niche qui n'éveille pas nécessairement un intérêt de masse, ou en tout cas commun, évident, culturellement répandu. Le deuxième exemple, du coup, avec le livre MBTI versus le livre d'astrologie, on est un petit peu plus sur un paramètre de crédibilité et réputabilité, avec d'un côté un test psychologique, considéré généralement, à tort ou à raison, comme scientifique, et donc assimilé à un contenu objectif et fiable. Là encore, chacun son opinion. Et de l'autre côté, une pratique considérée comme une parascience non prouvée, pleine d'écueils et de dissonances, de discours contraires et subjectifs, car interprétative par nature. Dans cet entre-deux, on retrouve aussi la littérature spirituelle, moins fermée que la littérature strictement religieuse, qui demande souvent une initiation à ces codes ou une introduction physique. La spiritualité permet de mettre l'humain au centre d'une pensée métaphysique, avec souvent plus de flexibilité et de juxtaposition avec les autres lois, auxquelles l'individu obéit généralement.
C'est ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'être un moine pour faire de la méditation, par exemple, ou bien que vous pouvez tenir un journal de gratitude sans faire des prières au Tout-Puissant tous les jours. Si je veux donc définir partiellement la littérature ésotérique aujourd'hui, je présume qu'elle se situe en dehors des intérêts de la majorité des individus, en dehors du système social qui leur est proposé, ou en dehors de ce qui constitue leur réalité. C'est pour ça qu'elle est encore considérée comme quelque chose de caché. Il faut souvent gratter un petit peu ou partir d'un point d'intérêt spécifique pour vraiment aller vers la littérature ésotérique. En général, ce ne sont pas les ouvrages qui sont proposés en tête de gondole ou plébiscités le plus souvent à un public général. Sauf exception qui, d'ailleurs, le plus souvent, rentre dans cette dynamique de produits faciles à marketer. Encore une fois, une définition vague, mais là aussi, on se retrouve même à l'heure actuelle avec une immense disparité d'accessibilité et de tolérance d'un point à l'autre du globe. Donc, pour résumer, pour moi, en gardant les spécificités des titres et chants en regard du contexte culturel et de l'expérience personnelle, je dirais donc que, pour moi, la littérature ésotérique est la littérature qui vient challenger le champ des possibles de mon contexte personnel en me proposant d'autres lois possibles du monde, issues d'autres paradigmes culturels ou individuels. Je vais revenir sur cette question de loi un petit peu plus tard. Je vois bien que ce n'est pas très académique de ma part de proposer une définition d'un champ d'études basé sur de la subjectivité. Mais bon, déjà j'imagine que je ne suis pas la première à prendre cette audace. Et je considère aussi que j'ai assez de recul et d'écoute, ou de conscience de moi-même peut-être, pour comprendre et estimer ce qui est perçu comme ésotérique par quelqu'un qui est encore étranger au sujet, ou juste quelqu'un d'extérieur à moi, tout simplement. Si je veux parler de façon générale et impersonnelle, je dirais que c'est une littérature ou un domaine à propos de sujets généralement exclus du socle culturel populaire ou majoritaire, du fait de leur nature secrète, controversée et controversante. Et là encore, à chaque culture de définir ce qui est majoritaire ou ce qui est marginal. En tout cas pour moi, c'est important d'avoir et une définition personnelle et une définition que je peux considérer pour une personne extérieure à moi ou un groupe. Et c'était important d'avoir aussi cette définition personnelle, à la fois pour moi-même, mais aussi pour que chaque personne à laquelle je suis confrontée puisse avoir dans ma pensée sa propre version de l'ésotérisme. C'est que pour moi, ce qui est ésotérique est aussi intrinsèquement relatif à l'expérience personnelle. Par exemple, une personne qui voit des esprits ou des fantômes n'a pas du tout le même point de vue qu'une personne qui n'en a jamais perçu et qui tombe sur un livre sur le sujet. Dans le premier cas, ce qui est considéré comme ésotérique fait actuellement partie de la réalité de la personne, même si c'est considéré comme peu usuel. Et dans l'autre cas, on a quelqu'un qui découvre un sujet ésotérique complètement étranger à lui, donc réellement ésotérique pour lui. Bien sûr, je trouve aussi un fond commun à ce que d'autres personnes décrivent comme pratique ésotérique, donc j'accepte d'utiliser ce terme de façon générale et généralisante, sans revenir systématiquement à l'individu. Mais c'était pour moi important de parler de cette composante intrinsèquement personnelle de l'ésotérisme. Et donc, je voulais revenir sur pourquoi je parle de loi du monde. Pourquoi je parle de loi du monde ? C'est qu'a priori, ce dont on a la connaissance scientifique, empirique ou intuitive, crée notre réalité. Peut-être qu'il y a d'autres façons de le définir, mais c'est ce qui me paraissait le plus pertinent. Chaque individu vit selon son propre set de lois, influencé par son milieu d'origine, qui sont autant des lois physiques que sociales ou psychologiques. Ce qui est exotérique, donc la culture commune principale, propose et assume un fond culturel commun ou accessible pour assurer sa compréhension par le plus grand nombre. Le système exotérique propose des lois plus ou moins cohérentes entre elles et plus ou moins énoncées clairement. Et par là, j'entends les choses explicites et les choses implicites. Ce système assume que la majorité des gens veut bien y participer et leur propose ce fonds commun pour faciliter leur intégration et participation. Vous avez par exemple des lois sociales auxquelles, même si ça ne vous convient pas tout à fait sur un plan personnel, vous acceptez par exemple de vous y soumettre afin de vous intégrer et de participer socialement. C'est ça que j'entends en fait. Les individus adoptent les lois du système exotérique pour participer aux activités communes. Et par rapport à cet ensemble, du coup, ce qui est ésotérique est pour moi un certain ensemble de lois qui ne fait pas partie de ce système commun visible, qui se base donc sur des principes de base différents, sur des dynamiques différentes. Cette différence entre exotérique et ésotérique existe quand on a un système majoritaire
qui exclut certaines lois afin de faciliter son fonctionnement. Les systèmes minoritaires qui fonctionnent avec ces lois exclues continuent potentiellement d'exister, mais ils doivent se mettre en marge du système majoritaire s'ils veulent survivre. Les raisons pour lesquelles ce système principal exotérique exclurait certaines lois ou systèmes sont assez évidentes. Soit ces lois sont contradictoires avec le système principal, et le système dans son ensemble deviendrait trop dissonant, soit ces lois constituent une menace pour le système en place, parce qu'elles se basent sur des fondements trop différents ou qu'elles proposent un paradigme beaucoup trop différent qui viendrait potentiellement aussi renverser les hiérarchies, les jeux de pouvoir. Il y a aussi certains systèmes ésotériques qui reposent sur un trop petit nombre d'individus pour que ce soit des lois vraiment applicables à l'ensemble de la population. Et du coup, ce système est par défaut minoritaire. Je trouve ça assez intéressant, le fait de voir le côté exotérique et ésotérique, en dehors de tous les problématiques des contextes sociaux que je n'évoquerai pas aujourd'hui. Je trouve ça assez intéressant de le voir aussi comme des dynamiques de répartition de force et de répartition de pouvoir. Ce serait intéressant aussi d'analyser, pas ici, pas aujourd'hui du coup, qu'est-ce qui fait qu'une dynamique est principale et qu'une dynamique ésotérique est marginale, par exemple. Parce que les promesses aussi de certains systèmes ésotériques sont parfois basées sur avoir un pouvoir ou en tout cas une influence différente sur le monde. Sans rentrer non plus dans toutes les dynamiques de sociétés secrètes et des lézards qui contrôlent le monde, il peut y avoir aussi potentiellement des jeux de pouvoir, en dehors du pouvoir d'un individu sur lui-même, qui sont intéressantes et, je pense, définissantes dans le fait que quelque chose soit exotérique et ésotérique. Pour revenir à une pensée un peu plus générale, à mon sens, l'ésotérisme existe aussi parce que des individus acceptent de vivre et réfléchir en marge du chemin principal. Certaines pratiques, au fil du temps, s'ouvrent et se vulgarisent et deviennent presque du chant populaire. Ça arrive aussi. On voit de nos jours beaucoup de pratiques ésotériques, certes romancées, mais qui sont héroïnes de leur propre histoire dans les médias de fiction, et non simples ressorts malveillants afin de dissuader le public de s'y intéresser. Je trouve assez fascinant le fait que ce champ soit constamment en mouvement. Je suis très curieuse des systèmes humains en général, et certains propos auxquels j'ai été confrontée dans de la littérature ésotérique ont vraiment été marquants et formateurs dans mon parcours. Je pourrais en dire de même d'ailleurs pour la fiction, ou la philosophie, ou même la science. En soi, je suis assez curieuse de tout ce qui peut agrandir mon univers. La raison pour laquelle je fais un podcast en partie sur la littérature ésotérique est en partie parce qu'elle est par nature moins couverte médiatiquement que d'autres champs. Il y a aussi beaucoup plus de préjugés et de méconnaissances à son sujet, et donc pour moi, un intérêt accru à en discuter. Mon intérêt principal dans cette littérature est qu'elle me parle de quelque chose que je ne sais pas et qui ne fait pas encore partie de ma réalité, de mon paradigme. De la même façon que l'ésotérisme, beaucoup de gens n'apprécient pas la philosophie, par exemple, parce que ça peut leur demander de se confronter à des points de vue complètement à l'encontre du leur, et même les mettre en porte-à-faux par rapport à leur propre système de pensée, les mettre face à leurs propres failles. À mon sens, la littérature ésotérique propose sensiblement la même chose, avec l'addition de ces lois en marge de la réalité commune. En dehors des points historiques ou anthropologiques proposés, cette littérature part aussi souvent d'une expérience subjective, et demande donc de croire, d'accepter en nous, au moins temporairement, un autre paradigme, un autre set de lois qui n'est pas entièrement prouvé, qui est culturellement dépendant, potentiellement empirique. Après, en soi, si on y réfléchit bien, le système social majoritaire n'est pas non plus toujours basé sur l'objectivité pure, sur la science pure, sur la rationalité, ni même sur le bien commun. Mais même s'il est imparfait, il reste majoritaire. Et il peut être, pour plein de raisons, risqué de se marginaliser en adoptant un paradigme trop éloigné de ce qui est considéré comme commun ou acceptable. C'est pour ça que certains pans de culture restent couverts, cachés et non intégrés. La mauvaise réputation de la littérature ésotérique n'est pas non plus toujours si infondée que ça. Je ne dis pas que tout est de qualité équivalente ou issu du partage authentique de connaissances. Mais si on s'arrête à ce préjugé, on passe à côté d'une grande part de l'humanité qui mérite d'être connue. J'imagine que si vous m'avez écouté jusque-là, vous faites plutôt partie des convaincus, mais si ce n'est pas le cas, je serais curieuse de connaître votre position et surtout pourquoi. Et dans tous les cas, je suis toujours curieuse d'en apprendre plus sur le tissu ésotérique de votre monde. En dehors de la simple curiosité humaniste, donc,
Il y a plein d'autres raisons de lire de la littérature ésotérique, tout aussi valables les unes que les autres. Par exemple, vouloir comprendre une expérience déroutante et inexplicable qui nous est arrivée, comprendre une personne proche de nous qui pratique, comprendre ses ancêtres même, se renseigner sur d'autres modes de vie, ou encore avoir le sentiment qu'il y a quelque chose de plus dans le monde qu'on n'arrive pas encore à exprimer, ou vouloir tracer son propre chemin en dehors des sentiers battus, ou même juste comprendre les origines de son show préféré. Pour moi, l'essentiel est surtout de garder en soi le paradoxe de l'esprit critique et de l'ouverture de cœur. Dans ce type de littérature, peut-être plus que tout autre, car cette ouverture nécessaire pour visiter ce qui n'est pas soi est parfois exploitée de façon malveillante. Certains lecteurs qui viennent chercher dans ce type de livre des solutions à un mal-être dans leur vie actuelle peuvent voir leur vulnérabilité exploitée par des auteurs mal informés ou servant uniquement leur propre profit dans la vente d'un contenu jugé niche et profitable. Il peut être difficile d'évaluer les aptitudes des auteurs ou la véracité des informations délivrées sans source ou connaissances socio-anthropologiques par exemple. Par rapport à ce point de la véracité aussi, je tourne cet épisode en juin 2024 et actuellement et de façon générale, on peut constater une évolution croissante du nombre de contenus générés par intelligence artificielle. Mon positionnement général personnel et anti-IA. Pour moi, c'est du vol pur et simple qui n'a pas de parallèle avec le concept d'inspiration d'un créateur envers un autre. Il y a aussi beaucoup de problématiques justement liées à la vérification et à la véracité des informations proposées, des sources citées, et ça donne souvent aussi un contenu pauvre, peu original, sans source donc sans vérification, sans crédit, sans réputation. Quand vous achetez du contenu généré par intelligence artificielle, c'est de l'argent que vous donnez à un commercial qui veut faire du chiffre facile et de l'argent que vous ne donnez pas à un auteur réel qui dédie sa vie à l'apprentissage et à la création. Je voulais quand même le poser parce qu'il y a un danger de désinformation réelle et une menace du travail des auteurs et de la recherche. Pour que ce soit bien clair aussi par rapport à ce côté de tous les bénéfices, en soi, je ne pense pas non plus que lire ce genre de littérature fait de nous un être supérieur ou suréclairé, ou que, par exemple, les gens qui n'en lisent pas sont des soumis sans pensée critique pour eux-mêmes et fermés d'esprit. Pour moi, ça n'a aucune corrélation, aucun rapport. Comme je l'ai dit, je vois la culture, c'est-à-dire la compilation du système de pensée lié à un contexte spatio-temporel, donc la culture pour moi, est essentiellement transversale, et ne lire qu'un seul type de livre ou genre de livre sera forcément réducteur. Tout comme la pensée que faire ou penser telle chose nous rend supérieurs à un autre être humain. Je pense aussi que, en dehors de la consommation de médias ou de la réflexion pure liée au genre, je pense aussi qu'il est vital pour chaque individu qui s'intéresse à la culture et aux pratiques ésotériques, qu'elle veuille les mettre en place ou pas. Pour moi, il est toujours important aussi de prendre du temps, de s'arrêter, de ne pas être dans la course à la consommation et de réfléchir par soi-même, pour soi-même, à ce qu'on perçoit de la réalité. S'arrêter pour observer et respirer est également crucial pour développer ce sens critique et cette autonomie de pensée. Il n'y a aucun intérêt à avoir une consommation performative, parce que je trouve qu'on passe à côté de la compréhension et de l'intégration potentielle des éléments présentés. Si vous lisez cette littérature d'un point de vue académique, effectivement, vous avez peut-être juste à extraire des informations pour répondre à la problématique de votre choix ou au point d'intérêt de votre choix. Mais si vous voulez réellement intégrer des principes qui vous intéressent, que vous avez trouvés dans ce livre, vous devez bien prendre à un moment donné aussi le temps de l'intégrer, de sortir du livre et de rentrer dans votre corps, de vous mettre en contact avec votre intuition, avec votre cœur, pour voir comment est-ce que cette loi entre en vous et vous imprègne. Donc en conclusion, pour essayer de répondre à ma propre question, qui est pourquoi lire de la littérature ésotérique, je m'intéresse à la littérature ésotérique parce que je suis curieuse de l'humanité et de ce que je n'ai pas encore cerné. Beaucoup de choses peuvent se comprendre intuitivement, mais lire des perceptions et des paradigmes externes à moi-même enrichissent certainement mon expérience et peuvent aussi m'aider à affiner mon propre ressenti et nourrir, informer mes pratiques et ma philosophie, et même mes autres champs d'intérêt qui ne sont pas liés à de l'ésotérisme. Autre point peut-être d'intérêt beaucoup plus auto-centré, en tout cas par rapport à mon chemin personnel en tant que humain,
en dehors de cette curiosité humaniste, on va dire. C'est une littérature qui me propose d'autres paradigmes, d'autres choses à tester. Et par rapport à moi-même, en fait, j'ai aussi la curiosité d'expérimenter d'autres façons de voir le monde, d'autres façons de le ressentir et de le vivre à un niveau très profond. Pas juste de changer mes habitudes, pas juste de voyager de temps en temps. Le voyage intérieur que me propose la littérature ésotérique quand j'accepte de le faire est extrêmement puissant et source d'excitation et d'élan vital pour moi. C'est pour ça aussi que quand c'est entré dans ma vie, je ne l'ai pas lâché et que mon intérêt n'a cessé de croître toutes ces années. Je ne saurais même pas forcément dire je saurais même pas forcément donner le point d'entrée parce que ça fait partie de ma vie et il n'y a pas un seul jour où je me lève et ma vie est 100% sur un mode entre guillemets mondain. Il y a forcément un article ou une pensée, une réflexion, un contenu que je vais consommer peut-être, ou une pratique que je vais mettre en place qui me renvoie à ma propre culture jugée ésotérique. Le but aujourd'hui n'est pas de donner le détail, donc je vais m'arrêter là. Du coup, j'ai beaucoup parlé de ma perception, mais je serais aussi très curieuse de savoir pourquoi vous lisez ou pas de la littérature ésotérique et ou spirituelle, si vous y êtes fréquemment exposé, si c'est volontaire ou pas, et ce que ça vous apporte aussi. Donc comme toujours, n'hésitez pas à diversifier et croiser les sources et à lire plusieurs personnes sur un même sujet afin de voir les points communs et les objets de contention. Et diversifier votre approche aussi. Les sciences ne sont en aucun cas des opposants et les fictions peuvent être à leur façon source de précieux conseils et questionnements sur le monde. Donc n'hésitez pas aussi à partager ce genre d'ouvrages. Ils sont tout à fait acceptés eux aussi dans la liste. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai adoré préparer cet épisode. Et même si j'ai mis un peu de temps à formuler mon propos, j'espère que c'était assez clair. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je serai heureuse d'en discuter en commentaire. C'est donc tout pour aujourd'hui. Pour rester au courant des prochaines actualités du podcast et contenus adjacents, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je poste également des tirages de cartes et autres contenus relativement ésotériques et prochainement artistiques. Merci pour votre écoute et à très vite.